Bonjour, bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour ce webinaire. On va se donner quelques petites minutes, le temps de laisser les gens arriver et on va débuter, ça sera pas bien long. Bonjour tout le monde. Mm. J'espère que vous avez eu le temps de manger une bouchée. Donc, alors, je pense qu'on va débuter tranquillement. Ouais, Euh, ça continue de rentrer tranquillement, c'est ça. tranquillement. On a des gens qui se joignent à nous progressivement. Ben, merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier webinaire de la rentrée, hein. Je suis Caroline Maranda, je suis la présidente de Via Conseil et je suis accompagnée de Fleur Novak qui est avec nous depuis bientôt 5 ans, hein, Fleur. C'est ça, ouais, ça fait 5 ans et demi même, je pense, Ah bientôt, oui! hein. Ah, le temps file vite. Donc, ben aujourd'hui, on va vous parler de rôle et responsabilité. Puis, parce que c'est quand même un sujet qui touche ben, toutes les organisations. Puis souvent, ce qu'on réalise dans notre pratique, puis récemment, depuis quelques mois, quelques années, on sent que, puis on va comprendre un peu plus ensemble tantôt pourquoi, mais on sent que ça fait partie des défis, en fait, qu'on observe dans les organisations. Les rôles évoluent rapidement et il y a souvent beaucoup de confusion ou en tout cas de flou qui peuvent se créer dans les organisations. Et souvent, notre premier réflexe comme organisation, comme gestionnaire, ça va être de dire, ben, on va réviser les descriptions d'emploi parce que c'est l'outil qu'on connaît. euh, en fait, souvent, ben, c'est pas que c'est pas un mauvais outil, mais c'est souvent quand on parle de rôle et responsabilité, c'est beaucoup plus que juste une description de poste. Alors aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voulait là, vous présenter, vous parler un petit peu du contexte, de qu'est-ce qui fait que dans nos organisations, on a souvent l'impression là, que les rôles bougent rapidement et peut-être vous partager aussi là, des outils, des façons de faire une méthodologie là, pour pouvoir revoir, clarifier là, les rôles dans vos organisations. Alors, voilà, on s'est présenté déjà. Donc, aujourd'hui, un peu comme je viens de le dire, on va aborder bon, les raisons pour lesquelles c'est important de revoir puis de s'assurer que les rôles soient clairs. Qu'est-ce qui peut occasionner des flous dans nos organisations? Une méthode et deux outils très concrets là, qu'on va vous expliquer puis qu'on utilise, nous, dans notre pratique assez régulièrement. Et on va se laisser quelques minutes à la fin aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à partager, soit peut-être vers la fin, à lever votre main ou à partager des questions dans le chat. Rapidement, ben, Via Conseil, j'imagine que vous nous connaissez un peu si vous êtes ici présent avec nous, mais on est vraiment une firme assez 360, je dirais, là, une firme multiservice au niveau des ressources humaines et on accompagne essentiellement la plus petite organisation privée et OBNL, souvent pour les aider, pour aider les gestionnaires, les organisations à se structurer, à se conformer dans certains cas. Parfois, on vous accompagne pour vous rassurer avec certains défis ou enjeux RH auxquels vous faites face ou finalement, là, des fois en mode impartition, on peut aussi vous aider à vous libérer quand vous vous sentez surchargé ou qu'il y a certaines étapes ou certains processus là, que vos équipes ne sont pas nécessairement en mesure de prendre en charge. Donc, mais sinon, on touche là, la plupart là, des volets des ressources humaines. Euh, donc, peut-être avant de se lancer dans le cœur de notre présentation, on avait envie de vous poser peut-être une première question, voir dans quelle mesure là, vous trouvez que les rôles au sein de votre organisation sont clairs. Donc, on va vous partager la question et on va vous demander d'y répondre pour voir
ça va nous donner un petit aperçu là, de où vous vous situez à l'heure actuelle. Je sais pas si tu vois les réponses, Caroline, mais si, c'est bon, ok. Oui, quand Ça même, répond vite. ça répond vite. On va se Encore donner un petit encore peu. quelques secondes. Ouais, Puis ensuite, on va vous partager les résultats. Donc, on va faire ça tout de suite, je pense. c'est Est-ce que bon, je mets tu fin. Ouais, ok. penses que oui? C'est intéressant. Partager. Ben, pas nécessairement très surprenant, mais ce qu'on voit, puis c'est souvent ce qu'on entend, c'est que ben, pour la plupart, c'est assez clair, mais c'est pas très clair. Puis pour plusieurs aussi, là, presque bon, le tiers, plus du tiers des gens, on dirait, ouf, plus ou moins clair. Donc, c'est souvent ce qu'on observe. Puis c'est un peu la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, puis qu'on essaie de voir de quelle façon on est capable de vous aider là-dedans. Ah, partager les résultats. Donc, arrêter le partage. Voilà. Donc, je pense que ça, C'est bon. ouais, on peut poursuivre. Donc, qu'est-ce qui fait que les rôles sont peut-être pas nécessairement clairs dans votre organisation et puis c'est pas nécessairement une liste exhaustive, mais on est constamment dans un environnement, un marché du travail en changement rapide, qu'on parle de changement au niveau des technologies ou de l'IA, des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, des enjeux de rétention du personnel, des changements au niveau de la réglementation des lois, vous le savez, là, que ce soit la loi au niveau de la santé-sécurité, la loi en prévention du harcèlement, la loi 25. Il y a eu tellement, tellement de changements législatifs dans les dernières années et comme organisation, on doit s'ajuster, s'adapter des changements climatiques, environnementaux, la réalité politique, sociale, économique aussi. On est dans un contexte on ne sait pas trop si on est en récession en ce moment ou si avec les États-Unis, donc toutes les différentes guerres malheureusement là, qui ont lieu en ce moment. Ça occasionne pour certains d'entre vous là, des défis importants, des élections qui viennent de passer, d'autres qui s'en viennent. Aussi, ben, une intensification du travail. Donc, on dirait qu'il y a de plus en plus de choses à faire, souvent de moins en moins de gens pour réaliser le travail. Suite à la pandémie aussi, le rapport au travail change. Ça a des impacts sur nos organisations aussi. Et l'évolution du portrait démographique des générations, donc notre portrait de nos organisations change, puis ça l'emmène nécessairement là, des modifications dans nos organisations, ce qui fait qu'on doit constamment là, s'ajuster, s'adapter. Pourquoi c'est important de clarifier les rôles? Bien évidemment, bon, ça nous permet d'être plus efficaces individuellement, mais collectivement aussi. Mais c'est sûr que la clarté des rôles, puis de savoir qu'on apporte, que notre rôle a un sens dans l'organisation, puis de sentir qu'on connaît les attentes face à notre contribution, qu'on a aussi les compétences pour être capable de réaliser notre rôle, ça fait partie des facteurs de mobilisation puis d'engagement. Donc, je pense que dans ce sens-là, c'est important. Dans des contextes où les rôles ne sont pas nécessairement clairs, il arrive souvent des tensions qui peuvent éventuellement se transformer même en conflit ou en environnement de travail euh, moins favorable, je dirais. Tu sais, ça peut être entre deux collègues, mais des fois, ça va être entre deux départements aussi. Puis c'est sûr que quand les rôles sont pas clairs, souvent, les processus vont être très longs. Il y a des choses qu'on fait sans nécessairement comprendre pourquoi. On peut refaire aussi des processus ou des étapes plusieurs fois. Puis ultimement, ben, ça a un impact aussi sur la santé, le bien-être de nos employés. Donc, voici seulement quelques raisons pour lesquelles je pense que vous allez être d'accord avec nous que je pense que c'est important pour vous, probablement individuellement, comme employé, comme gestionnaire, comme peut-être dirigeant là, d'organisation.
Alors, par curiosité, on se demandait dans quelle mesure vous diriez que votre rôle à vous a changé au cours des 12 à 18 mois, hein? On prend l'hypothèse que les rôles évoluent souvent, rapidement, mais est-ce que c'est ce que vous avez vécu personnellement là, dans les derniers mois, les dernières années? Wow, quand même incroyable. Ouais, C'est impressionnant. ça va Alors, avec, ça va avec ce qu'on constate hein, aussi, oui, c'est ça. vraiment. Donc, c'est assez, je pense qu'on c'est ce qu'on observe chez nos clients, mais je vois que c'est aussi partagé par les participants. Donc, on peut peut-être vous partager les résultats. Euh, Il y a encore quelques personnes qui répondent. Je peux mettre fin au sondage et partager les résultats. oui. Donc, en fait, on voit plus du 2 tiers des personnes qui sont présentes au webinaire disent que leur rôle a changé au cours de la dernière année, année et demie. C'est quand même beaucoup. C'est 2 personnes sur 3. Puis si on ajoute à ça, bon, pas vraiment, ça veut dire probablement un petit peu quand même. On a seulement 15% là, des gens qui disent que leur rôle n'a pas changé. Donc, puis c'est sûr que c'est ce qui arrive, puis c'est un peu ça qu'on va voir aussi, mais tu sais, les changements de rôle, il y a tout un effet domino aussi. Donc, quand il y a un rôle qui change, ça a souvent un effet sur plusieurs autres rôles dans notre organisation. Donc, c'est pour ça que euh, on ne travaille pas en vase clos, hein. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a probablement des changements pour autant de personnes que ce qu'on peut voir. Donc, excellent, bien intéressant. Alors, maintenant, ben souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent quand on se questionne individuellement ou quand on fait des sondages ou des diagnostics, c'est assez fréquent là, je pense que les individus, de façon générale, ont toujours besoin de plus de communication, plus de clarté. Donc, quand on les sonde au sujet des rôles, ben souvent, il va y avoir quand même un certain nombre de flous. Mais parfois, quand on regarde les gestionnaires, ben, des fois, les gestionnaires font beaucoup d'efforts malgré tout pour clarifier les rôles. Alors, parfois, quand on leur pose la question, est-ce que dans votre organisation, vous avez l'impression que les rôles sont clairs? Parfois, les gestionnaires vont dire, bah oui, c'est clair, on a des descriptions de tâches, tu sais, tout le monde sait, on a un organigramme, donc les rôles sont assez clairs, mais quand on questionne les employés, il y a quand même un petit décalage entre les deux. Donc, on voulait vous partager peut-être certains symptômes, en fait, que vous pouvez potentiellement observer dans vos organisations qui vous permettraient de croire ou en tout cas de penser que il y a peut-être un peu de clarification là, à envisager. Donc, quand on voit des fois des gens qui vont se sentir, quand il y a des enjeux d'imputabilité, donc quand on sent que les gens prennent pas charge ou prennent pas responsabilité de certaines tâches ou de certains processus, ben, c'est peut-être parce que c'est pas suffisamment clair. Quand on voit que des objectifs, des projets ou des échéanciers qui, des fois ça peut arriver une fois, mais quand même de façon plus régulière, là, il y a des priorités ou des objectifs qui ne sont pas atteints. Quand il y a des erreurs, des choses qui tombent entre les cracks, qui ne sont pas faites, quand on sent qu'il y a beaucoup de pertes de temps, que les gens tournent un petit peu en rond ou qui ne sont pas nécessairement efficaces. Euh, Quand il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, ça prend du temps avant de pouvoir prendre des décisions ou se positionner, ben c'est peut-être parce que soit tout le monde se sent responsable ou personne ne se sent responsable, donc ça alimente beaucoup les échanges. Quand les gens se sentent surchargés, aussi, quand on a l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ben des fois le flou, ça donne cette impression-là là, de surcharge. Si vous observez des conflits ou des enjeux entre les équipes ou entre les personnes, ou lorsqu'on entend des choses comme c'est pas mon rôle ou je pensais que tu allais t'en occuper, ou quand on ne sait pas trop à qui s'adresser là, pour certaines choses ou qui ultimement doit prendre une décision,
Ben, ce sont tous des indicateurs là, que potentiellement vous gagneriez à clarifier les rôles au sein de votre organisation. Donc, d'où ça vient, ces flous-là? En fait, ça peut provenir de plein de choses. On en a parlé un petit peu de l'environnement de façon plus macro, mais même à l'intérieur de vos organisations. euh, Tu sais, si par exemple, il y a un gestionnaire qui change, un dirigeant ou même un conseil d'administration, ben, des fois, la vision est un petit peu différente, la façon de travailler, donc ça a par ricochet là, des impacts, des fois sur toute l'organisation. Quand on crée ou on abolit des postes, hein, c'est un système, une organisation. Donc, nécessairement, dès qu'on change un élément là, de ce système-là, ça a des effets sur l'ensemble de l'organisation. Des changements technologiques, d'applications, d'outils, ou même des fois juste des nouvelles versions d'un même système, ça peut avoir des effets là, sur certains processus. Euh, à la fin quand on a un nouveau plan stratégique avec des nouvelles orientations, des nouvelles priorités, si vous êtes dans un contexte de croissance ou de décroissance, des fois, dans certains cas, quand on a des gens qui souhaitent se développer ou qui ont des besoins de développement, ça peut créer peut-être soit on a la nécessité des fois de revoir un peu notre façon d'organiser le travail pour soit soutenir le développement de certaines personnes ou pallier peut-être à certains manquements. On parlait des changements au niveau des lois, des changements au niveau des partenaires, peut-être même des indicateurs de mesure là, ou d'impact de nos partenaires ou de nos bailleurs de fonds. La philosophie de gestion, donc des fois, s'il y a certaines, nous on accompagne des fois des organisations qui veulent aller vers une structure plus horizontale, ben, c'est sûr que c'est toute la façon de travailler puis de prendre des décisions collectivement que ça va impacter. Puis, bon, évidemment, des fusions, des acquisitions ou de la mutualisation de certains services. Donc, là, vous avez des grands changements, mais des fois même des très petits changements peuvent quand même avoir un effet sur plusieurs personnes ou sur plusieurs rôles. Donc, c'est ce qu'on va tenter d'éclaircir. Une autre petite question, Fleur. Ouais, je vais la lancer. Hop. Donc là, on se demande si votre organisation a investi du temps dans la dernière année pour clarifier les rôles et les responsabilités. Donc, je vous l'envoie. Et vous êtes vraiment très rapide, vous répondez vite, je suis impressionnée. Ok, je pense que c'est pas mal bon pour tout le monde. Peut-être je vais mettre fin au sondage, puis vous partagez les réponses. Hop. Est-ce qu'on voit? C'est bon, Caroline? Je pense que oui. Donc, on est Quand même. pas, tu sais, peut-être à un tiers, un tiers, un tiers. Donc, tu sais, je dirais là, peut-être le tiers des organisations en ont mis oui ou certaines un peu, puis on a quand même là, peut-être un 25% d'organisations qui en ont soit pas mis du tout ou pas vraiment. Donc, souvent, malgré le fait que la plupart d'entre vous considérez que vos rôles sont peut-être pas nécessairement tout à fait clairs, ben, c'est sûr que on dirait que pour différentes raisons, on trouve pas toujours le temps pour s'investir là, dans la révision des rôles, puis soit peut-être par manque de temps ou des fois parce qu'on ne sait pas exactement par où le Mhm. prendre, puis comment aborder ces questions-là. Je réalise, Fleur, que je suis Oui. passée par-dessus des diapos que tu devais faire, hein? Je Écoute, m'excuse. je t'ai pas arrêtée, tu étais tellement lancée que j'ai pas voulu t'arrêter. C'est pas grave, je reprendrai après. Oh, je m'excuse. J'étais en plein écran, puis là, on dirait que je savais plus où m'arrêter. Bon, C'est pas enfin, grave. on va le faire ensemble. De toute façon, là, n'hésite pas à intervenir. C'est bon. En fait, ce qu'on avait envie de vous proposer comme modèle, parce que même nous, souvent, quand on rencontre des clients, ce qu'on va entendre, c'est les rôles sont pas clairs, mais d'où ça vient,
comment l'adresser, par où, tu sais, le prendre. C'est pas toujours si évident que ça parce que c'est un gros écosystème avec beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc, en fait, au fil des réflexions entre nous puis des accompagnements qu'on a fait avec l'équipe, on en est venu à développer un genre de petit modèle où on pense que les rôles et responsabilités, le grand chapeau des rôles et responsabilités, a comme un certain nombre de niveaux. Donc, des fois, on travaille de façon plus spécifique, puis des fois, on va travailler sur l'ensemble de l'organisation. Donc, en fait, notre fondation là, des rôles et responsabilités, ça se trouve à être notre structure organisationnelle. Donc, dans le fond, quels sont les postes qui existent dans notre organisation? On en a combien? C'est quoi comment ils sont organisés aussi, qui se rapportent à qui? Donc, toute notre structure organisationnelle, ben, c'est un peu la fondation de nos rôles et responsabilités. À partir du moment où on modifie notre structure organisationnelle, nécessairement, on va avoir un effet ou un impact sur tous les autres éléments au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve notre cadre décisionnel. Donc, qui prend quelle décision à quel moment? Qui doit être impliqué dans quel processus? Donc, tout ça, c'est comme les petites lignes qu'on va trouver entre les différents postes. Donc, à quel moment certains rôles vont devoir collaborer et ultimement qui est responsable ou imputable de quoi. Donc, on a toute la couche de décision. En fonction du cadre décisionnel, donc des décisions que chacun des rôles doit prendre, ben, on va être capable de dégager les responsabilités des différents postes. Ce qu'on va souvent documenter d'ailleurs dans une description de poste. Puis c'est important parce que souvent le mot le plus important d'une description de poste, ça se trouve être le premier mot. Est-ce que je suis responsable de, ou est-ce que j'approuve telle ou telle chose, ou est-ce que je contribue, ou est-ce que je facilite telle ou telle chose? Ben, je pense que pour être capable de faire une bonne description de poste, ben, il faut bien connaître le carré de sable à l'intérieur duquel ce rôle-là évolue, donc par le fait même le cadre décisionnel. Et finalement, ben, en fonction des responsabilités qu'on va attribuer à un rôle ou à une personne, ben, il va y avoir des compétences qui vont être nécessaires pour être capable de réaliser ce rôle-là. Donc, de faire un profil de compétences, de potentiellement évaluer le niveau de compétence qui est démontré par la personne qui occupe le rôle. Donc, et là, ben, en fait, on en est venu à se rendre compte que, tu sais, dans certains cas, on ne va pas nécessairement, tu sais, si je vous reprends des exemples que j'avais tout à l'heure, si par exemple, on décide de changer juste le cadre décisionnel, donc par exemple, d'être sur une philosophie plus horizontale où on va vouloir peut-être décentraliser certaines décisions, ça se peut que notre structure ne change pas, mais nécessairement, il va falloir qu'on fasse évoluer nos descriptifs de poste et potentiellement aussi les compétences qui vont être attendues pour les postes. Puis un petit peu la même chose. Donc, si on change, si je rajoute des responsabilités à un poste j'en enlève, bien, ça va avoir une incidence sur les compétences. Donc, on le voit un petit peu de cette façon-là. Puis l'inverse, c'est peut-être aussi vrai. Prenons un exemple où on a un rôle dans notre organisation qui est vacant, puis qu'on embauche quelqu'un, une nouvelle personne dans l'organisation qui a peut-être beaucoup plus de compétences que ce que le rôle ou ce que sa prédécesseur avait, ben, peut-être qu'on va avoir tendance à élargir ses responsabilités, peut-être lui donner un peu plus de, de pouvoir décisionnel, puis ça pourrait éventuellement avoir une incidence sur la structure. Donc, je pense qu'il y a vraiment comme un lien, je pense, à faire entre chacune de ces couches-là des rôles et responsabilités.
Puis on a souvent tendance à mettre un emphase très, très grand sur les responsabilités ou même les tâches, puis à peut-être perdre de vue plus souvent là, les compétences et le cadre décisionnel. Donc, on trouvait ça intéressant de vous partager cet outil-là ou ce modèle-là là, pour être capable de réfléchir au rôle et responsabilité. Maintenant, ben, puis je sais pas, Fleur, pour vrai, si tu veux peut-être rajouter des éléments, n'hésite pas C'est parfait. à compléter là, vraiment avec plaisir. Donc, une fois qu'on a ça en tête, ben, comment on s'y prend? Puis, c'est quoi les outils qu'on a à notre portée pour être capable de clarifier les rôles et responsabilités? Donc, dans le fond, ce qu'on vous a proposé, c'est une démarche un petit peu en 4 temps. Donc, la première étape, je pense qui est quand même importante, c'est de comprendre le statut actuel, donc la situation actuelle, donc où on se trouve, quels sont nos rôles, est-ce qu'il y a du chevauchement entre certaines tâches, est-ce qu'il y a des gens qui ont un rôle pour lequel ils ont peut-être moins d'intérêt ou à l'inverse, peut-être dans certains cas, on va avoir des gens qui vont avoir des responsabilités, mais pour lesquelles ils ne sentent pas nécessairement qu'ils ont les compétences. Donc, c'est important de faire un genre de diagnostic, si on veut, de nos rôles et responsabilités. Puis, on vous a mis ici certains outils. Il y en a un d'ailleurs qu'on va vous présenter plus en détail. Donc, ça peut être à travers des questionnaires d'analyse d'emploi. Donc, dans certains cas, on va demander aux gens, peut-être que ça peut même être à partir du descriptif de poste, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais plus? Qu'est-ce que tu fais que tu penses que tu ne devrais pas faire? Qu'est-ce que tu fais pas que tu aimerais faire? Donc, pour comprendre un peu l'actuel, ça peut être une matrice des attendus. Fleur va en parler plus en détail tout à l'heure. Ça peut être de se comparer à d'autres organisations similaires à nous pour comprendre un peu, bon, peut-être des fois leur structure organisationnelle, combien de types de postes ils ont. Ça peut être une analyse plus quantitative de la charge de travail parce que parfois, euh, en fait, ce qu'on va entendre, c'est que les gens se sentent surchargés ou sont constamment surchargés. C'est important, non seulement c'est une obligation maintenant, là, avec toute la notion de risques psychosociaux, de s'arrêter sur ces éléments-là, puis de les comprendre, puis de prendre des mesures pour assurer la santé psychologique là, de vos équipes. Mais donc là, ça peut être par exemple de regarder les tâches de façon plus détaillée, c'est quoi la durée, la fréquence de chacune des tâches, de voir dans quelle mesure la charge de travail, elle est équilibrée entre les membres de l'équipe. Ou dans certains cas, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que parfois, durant l'année, ça peut aller, mais il y a une période dans l'année où là, tout arrive en même temps. Donc, je pense que c'est important de comprendre les charges, l'élément de charge de travail dans certains contextes. Donc là, ça peut être des outils pour comprendre notre point de départ, puis ensuite, ben, de réfléchir à qu'est-ce que j'ai besoin de faire, à quel niveau je dois intervenir. Est-ce que j'ai besoin de revoir complètement ma structure organisationnelle parce que, je ne sais pas, moi, je dois développer un nouveau service ou parce qu'on ouvre un nouveau bureau ou parce que, à la limite, je dois changer ma structure parce que je dois procéder à une forme de décroissance, donc de réduire les coûts. Ou est-ce que mon enjeu est davantage au niveau des décisions, des responsabilités ou des compétences? Donc, là, c'est de bien cibler là, le niveau d'intervention. Puis ensuite, ben, de réfléchir aux solutions. Évidemment, on vous encourage à le faire, pas nécessairement toute seule dans votre bureau. Je pense qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective. Donc, ultimement, ce qu'on souhaite, c'est d'assurer la pérennité de l'organisation, d'être capable d'offrir une qualité de service pour les utilisateurs, les clients. Donc, de pouvoir travailler peut-être avec l'équipe ou un comité ou un certain groupe de personnes pour
clarifier, si on veut, les rôles. Ici, on vous a mis certains exemples de moyens qu'on peut utiliser pour clarifier des rôles. Ça peut être évidemment de revoir notre organigramme. Un organigramme, ça reste un outil. Ça peut être un descriptif de poste. Dans certains cas, ça reste toujours utile, mais ce n'est pas toujours une fin en soi. On va parler tout à l'heure de l'outil qu'on appelle le RACI, donc qui touche davantage les processus décisionnels. Ça peut être de cartographier certains processus pour voir à quel moment qui intervient sur quoi. Ou des profils de compétences. Donc, par exemple, dans certains cas, là, on voit des postes de chargé de projet, par exemple. Ben, tu sais, tout le monde s'appelle chargé de projet, mais parfois, on en a des plus juniors, des plus intermédiaires, des plus seniors. Puis là, quelles sont nos attentes face à chacun des individus dans notre équipe? Bien, parfois, de travailler sur un profil de compétences pour bien définir, ben, c'est quoi le niveau d'analyse, le niveau de communication, le niveau de peut-être d'initiative ou de créativité qu'on va s'attendre de la part d'un profil plus junior par rapport à un plus senior. Ça va nous aider à mieux définir les rôles. Et finalement, ben, évidemment, il y a toujours la phase de déploiement, hein. Chaque fois qu'on apporte des changements, ça crée des effets sur nos organisations. Donc, de bien penser à la gestion de changement, au plan de communication, des fois de ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain aussi, de pouvoir peut-être prioriser certaines actions puis de les faire là, dans le temps, des plans de développement si on veut regarder davantage les compétences. Puis dans certains cas, malheureusement, c'est un passage obligé. Des fois, il y a des gens pour qui on va davantage parler d'un plan de redressement. Donc, ça peut faire partie là, de quelques outils là, que vous pourriez utiliser. Les textes là, qui sont en bleu plus foncé, en fait, ce sont des outils gratuits qui sont sur notre site web que vous pourriez là, aller télécharger là, ou visualiser. Donc, la présentation va vous être partagée. Alors, vous pourrez là, aller voir ces petits outils-là. Alors, moi, Fleur, j'ai vraiment parlé beaucoup trop même. Donc, je te cède la parole C'est bon. euh, Mais pour c'était parler des parfait comme outils. ça. Écoute, pendant que tu parlais, j'ai monté une petite question sondage surprise qu'on n'avait pas prévue. Je m'ai questionnée à savoir, avant de parler justement, d'expliquer quel est l'outil RACI, de savoir si vous le connaissiez ou pas. Donc, je vous envoie tout ça, puis je vous invite à répondre à savoir est-ce que vous connaissez la matrice RACI. Comme ça, je pourrai adapter peut-être mon discours par la suite. Parfait, merci à vous pour les réponses. Je laisse encore peut-être quelques secondes. Ok, quand même. Donc, je vais vous partager les résultats. Il y a quand même 70% là, des personnes présentes ici qui ne connaissent pas l'outil RACI. Je suis bien contente de pouvoir vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, je vais arrêter le partage. Nous, en fait, c'est un outil qu'on utilise vraiment souvent dans nos accompagnements chez Via Conseil. C'est un outil qui nous permet vraiment de clarifier le cadre décisionnel, la latitude décisionnelle en fait dans chacun des postes. Qu'est-ce que ça veut dire RACI? En fait, c'est un sigle. Le R, c'est pour savoir qui est responsable de la tâche. Le A, qui va être approbateur, qui va devoir approuver cette tâche ou cette responsabilité, qui doit être consulté ou qui doit en être informé. Donc, comment est-ce que ça se traduit concrètement? On vous a mis un petit exemple là par la suite. On retrouve notre matrice RACI ici à gauche. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment d'identifier quelles sont les grandes responsabilités. Donc, ici, on a en gris comme la stratégie, la gestion financière, les ressources humaines, les opérations, etc.
Une fois qu'on a identifié nos grandes responsabilités, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail, donc dans chacune des tâches qu'on doit détailler. Donc là, ici, on a été avec les ressources humaines, donc par exemple la planification de la main-d'œuvre, le recrutement des postes de gestion, des postes de professionnels, l'évaluation de la contribution, etc. Donc ça, c'est comme le premier travail à faire pour bâtir le squelette un petit peu de notre matrice. Ensuite de ça, il faut évidemment identifier qui sont nos parties prenantes dans tout ça, qui peut être responsable, approbateur, consultant, informé dans l'organisation. Donc ici, on a un exemple où il pourrait y avoir éventuellement le conseil d'administration, une direction générale, des directions, des postes de conseiller, d'administration, etc. Une fois que ça c'est fait, on va vraiment s'asseoir puis déterminer ensemble, à l'heure actuelle, qui va être responsable de réaliser cette tâche, qui va devoir approuver cette tâche-là. Est-ce que des personnes doivent être consultées dans la réalisation de cette tâche et est-ce que des personnes doivent être informées? Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'opère. Nous, ce qu'on va regarder, en fait, là, on le voit sur la droite, là, dans les conditions de succès, ce qu'on veut favoriser le plus possible, c'est qu'il y ait un seul responsable, un seul approbateur. On va éviter qu'il y ait justement des doublons dans tout ça pour que le carré de sable soit bien défini encore une fois. On veut éviter aussi qu'une personne soit responsable ou approbatrice de trop de processus. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est qu'une fois qu'on a complété la matrice de manière horizontale, on va la regarder de manière verticale pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de R et de A attribués à la même personne ou au même groupe de personnes. On veut aussi s'assurer que ça ne soit pas toutes les mêmes personnes qui soient responsables ou imputables là, de certaines responsabilités, donc pouvoir redistribuer le pouvoir. Par la suite, une fois qu'on a fait état de la situation actuelle, est-ce que le portrait qu'on a suite à avoir complété la matrice, c'est la situation qu'on souhaite? Ou est-ce qu'il faudrait faire des changements pour aller vers plutôt une situation souhaitée? Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on procède. Puis, c'est assez facile, je pense, à mettre en place. Moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas, peut-être le tester. Ça clarifie bien des choses, puis ça ouvre aussi des discussions quand on le fait en équipe, là, à plusieurs. L'autre outil qu'on utilise aussi beaucoup chez GA Conseil, c'est la matrice des attendus. Donc là, on est vraiment sur autre chose, mais toujours dans un but de clarification là, des rôles et responsabilités. On était plus sur les processus décisionnels avant. Là, on est plutôt dans les rôles et responsabilités de manière plus générale. Habituellement, on aime bien peut-être faire la matrice des attendus avant le RACI. Ça peut aider. Donc là, on est vraiment sur un atelier de dialogue plutôt structuré parce qu'il y a une matrice. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai mes enfants à la maison de manière exceptionnelle. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment à côté de moi. Je ne sais pas si on les entend, Caroline, mais j'essaie de me concentrer. Donc, c'est ça. Je disais, c'est un atelier de dialogue qui est structuré, donc un outil qu'on veut collaboratif. Donc, en fait, il s'agit d'inscrire l'ensemble des rôles à la verticale puis à l'horizontale. Et puis, chacun va avoir un petit travail à faire sur des post-it. La première des choses, c'est qu'on va demander à chaque personne donc, de décrire son rôle dans un premier temps. Ensuite, on va demander à chacune des personnes de décrire ce qu'elle pense apporter aux autres rôles qui ont été identifiés là dans la matrice. Et pour finir, on va aussi inscrire sur une troisième couleur de post-it ce qu'on s'attend de chacun des autres rôles. Donc, tout ce travail-là, une fois qu'on a regroupé, puis que chaque personne a pu coller ses petits post-it, ça nous permet d'atteindre certains objectifs, notamment peut-être de mettre en lumière certaines attentes qui seraient non dites, implicites, qui n'ont jamais été formulées. Là, c'est l'occasion de clarifier ces attentes-là.
d'identifier aussi des écarts entre ce que les gens croient apporter, puisque ce que les autres attendent d'eux. Donc, encore une fois, ça nous facilite la communication. On peut-être atténuer, permet d'atténuer les conflits, les flous, etc. Ça favorise aussi une vision partagée des rôles, ça améliore la collaboration. Ça nous permet aussi de clarifier certains mots, certaines zones grises. Donc, est-ce que pour cette tâche, tu t'attends ou est-ce que je m'attends? Est-ce que je sois là en soutien, en validation, en suivi? Donc, on clarifie vraiment de manière un petit peu plus granulaire là au niveau des tâches, ce qui est attendu, ce que je m'attends de ton rôle, ce que moi je pense aussi de mon rôle. Euh, donc, un bel outil, encore une fois, pour clarifier les rôles et responsabilités ici. Je ne sais pas si j'ai tout nommé là, je pense que oui, à peu Ben, près. Claire, on avait peut-être une question en fait Oui, sur le RACI. En fait, on oui. a quelqu'un qui posait la question, est-ce que selon vous, c'est normal qu'il y ait, tu sais, la direction générale d'un petit OBNL ait une forte charge d'approbation? En fait, donc dans quelle mesure, tu sais, l'approbation devrait reposer là, sur les épaules d'une direction générale d'OBNL. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as envie de te Ben oui, je peux lancer? me lancer. Ben, c'est sûr que ça dépend toujours un petit peu de la philosophie puis de la façon dont tu es, dont, c'est ça, la philosophie de l'organisation. Est-ce qu'on souhaite être plutôt sur une gestion plus horizontale où le pouvoir est distribué ou quelque chose de plus vertical? Et alors là, je te dirais que oui, pour moi, ça serait plus logique que les gestionnaires, les directions aient plus de responsabilités. Mais bon, moi, je m'interpelle toujours sur la charge de travail que ça va occasionner, la charge mentale. Est-ce que c'est forcément bon que le pouvoir soit, que trop de pouvoir soit attribué au même poste? Donc, j'ai une réponse en demi-teinte en fonction de ces perspectives-là puis de ces Oh. contextes-là. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Bon, c'est sûr qu'on va voir des réalités qui sont assez différentes selon d'une organisation à l'autre. Même des fois, dans certaines organisations, il va y avoir le conseil d'administration qui va avoir une mainmise des Mhm. fois un petit peu plus grande. Puis dans d'autres structures où on va vraiment vouloir tu sais, distribuer davantage le pouvoir. Moi, ce que j'aurais peut-être comme suggestion à vous faire, puis une stratégie des fois qu'on va utiliser ou qu'on va proposer, c'est que c'est sûr que ultimement, la direction générale a ben, l'imputabilité, tu sais, du bon fonctionnement de l'organisation, du respect des budgets, de la mobilisation de l'équipe. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules de la direction générale. Mais parfois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir décortiquer un petit peu certaines décisions. Donc, par exemple, quand on voit que dans l'exemple à gauche, on parle par exemple du recrutement. Donc, tu sais, c'est sûr que peut-être que la direction générale a la responsabilité de décider si on recrute ou non un poste. Mais peut-être qu'elle n'a pas besoin d'approuver le recrutement de tous les postes de l'organisation. Donc, par exemple, on pourrait distinguer, je ne sais pas moi, les postes permanents des postes temporaires ou les postes de gestion des postes de professionnels ou, tu sais, on va le voir souvent dans les dépenses, par exemple. Donc, est-ce que chaque dépense de 5 ou 10 dollars doit être approuvée par la direction générale? Dans certaines organisations, c'est le cas, mais dans d'autres organisations, on va laisser une certaine latitude ou marge décisionnelle aux membres de l'équipe. Donc, des fois, ça peut être une façon de responsabiliser nos gens dans l'équipe, de leur donner un petit peu plus d'autonomie, des fois de ne pas se sentir qu'on est le goulot d'étranglement non plus euh, de nos organisations, puis de partager un petit peu le pouvoir là, dans une certaine mesure en gérant les risques là, aussi. Donc, mais c'est sûr que ultimement, de par le rôle, il y a quand même beaucoup de responsabilités qui revient là,
à la direction générale. Puis le pouvoir décisionnel, tu sais, c'est quelque chose qui peut, tu sais, là, on vous présente un RACI, mais je pense que ce qui est important aussi à garder en tête, c'est que c'est souvent quand même un outil qui est évolutif. Tu sais, on peut prendre une photo dans notre organisation aujourd'hui, mais un peu comme on en parlait tantôt, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent susciter ou nécessiter des changements au niveau du RACI, que ce soit de l'ajout de poste ou des fois de l'ajout de certains titulaires qui sont plus ou moins expérimentés, bien, ça peut vous emmener à devoir là, ajuster aussi cet outil-là. Mais au moins, ça fait un point de départ. Puis, c'est un bel outil aussi de communication quand vous embauchez des nouvelles personnes, d'être capable de comprendre qui a la responsabilité de quoi. On a une autre question, Fleur, mais cette fois-ci Oh. N'hésitez pas, on serait rendu là, en fait, aux questions. On s'était gardé quand même du temps là, dans la présentation pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez utiliser le QR ou le chat là, pour nous transmettre des petites questions. Quelqu'un demandait, est-ce que pour le RACI, il y a un minimum ou un maximum de personnes là, pour faire la matrice des attendus? Bah, c'est sûr que je pense que ça nous prend quand même un minimum de postes pour pouvoir faire la matrice. Je sais pas, moi, je, je dirais peut-être deux, trois, là. Du moment qu'il y a deux postes, on pourrait la faire éventuellement. Le maximum, euh, moi, je dirais que au-delà de 10 postes, ça devient quand même un petit peu compliqué. Je suggérerais peut-être d'y aller par groupe dans un premier temps, quitte à faire une analyse croisée par la suite des résultats, mais ça peut devenir, en fait, c'est que ça prend quand même du temps parce qu'une fois qu'on a que tout le monde, déjà, il faut que chaque personne puisse réfléchir à ce qu'elle va écrire sur les trois post-it. Puis les trois post-it, il peut y en avoir beaucoup plus que ça, mais sur les trois couleurs de post-it. Par la suite, on va relire chacune des petites cases. Donc, c'est quand même des ateliers qui peuvent être assez longs. Le dernier que j'ai fait, il y avait 8 postes, puis ça nous a pris comme 3 heures, je pense, quelque chose comme Mhm. ça, et on ne s'est pas rendu au bout de ce que j'aurais souhaité. Donc, je dirais que dans un souci de temps, peut-être qu'il faudrait réduire le nombre de personnes à une dizaine à peu près pour que ça soit Mm. réaliste. Est-ce que selon toi, de le faire, tu sais, si par exemple on avait une plus grosse organisation, de commencer par le faire, mais plutôt que ce soit des postes, que ce soit des Par départements, département, ouais, c'est c'est ça. ça, Donc, mon exactement. département a telle attente Mhm. par rapport à tel autre département? Est-ce que ça pourrait être une C'est façon en de... plein ça. Oui, oui, je pense, tout à fait. Quitte Excellent. à aller de manière granulaire par la suite. Excellent. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour nous en lien avec certains sujets ou peut-être même à la limite, là, on pourrait vous donner la parole si vous aviez envie de partager des expériences que vous avez vécues dans vos organisations. Ça nous ferait plaisir là, de vous laisser du temps pour le faire. Ouais, on va attendre quelques minutes, voir si on a d'autres questions. Sinon, peut-être moi, j'en aurais une pour toi. Flore, tu disais que tu as fait avec un client là, récemment la matrice des attendus. Dans quelle mesure tu sens que des fois, les gens peuvent avoir un certain malaise? Qu'est-ce que ça l'a suscité comme réaction ou comme émotion, le fait de se dire plus directement? Parce que c'est vrai que c'est rare qu'on va avoir cette discussion-là, de dire voici ce que je Mhm, m'attends de toi à des collègues. mhm. Qu'est-ce que ça l'a créé comme dynamique? Ben, pour ce client-là, très précisément, on était dans une équipe où ils avaient l'habitude de se parler très franchement, une communication très transparente, très ouverte. Donc, c'était que des choses, euh, soit qui avaient déjà été peut-être nommées, mais pas travaillées, identifiées, etc. Puis pour les choses un petit peu plus délicates, ça s'est fait dans la bienveillance. Donc, ça a quand même, ça s'est bien passé. Mais oui, je pense que c'est important pour cet exercice-là, peut-être
d'être conscient que ça peut susciter certaines émotions, on va des fois creuser un petit peu des bobos, donc y aller avec une communication bienveillante, etc. Peut-être avec un accompagnement aussi si on n'est pas sûr à 100% de se lancer dans Mm. ce type d'exercice-là. Oui, c'est ça. Il y a peut-être Mm. un contexte qui est quand même des fois plus C'est favorable ça. là, pour avoir ces discussions-là. On a une autre question concernant le RACI. La question était plus en lien dans quelle mesure on peut impliquer ou consulter des membres de l'équipe dans cette réflexion-là, tu sais, tu sais, de quelle façon on est capable d'impliquer l'équipe sans nécessairement là, aller chercher l'opinion de tout le monde ou de le faire en collectif. Comment tu verrais ça, Fleur? Bah, ça peut être dans un second temps sous format de validation auprès de l'équipe. Euh, je pense que ça serait une bonne chose à faire. Dans la mesure du possible, hein, c'est toujours dépendamment du contexte, évidemment, il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse claire et précise. On est toujours dépendant d'un contexte. Mais de faire participer l'équipe, je pense que c'est une bonne chose si c'est possible. Ou sinon, bah, de lui présenter pour validation, ça serait ma recommandation. Hmm. Ouais, plutôt que de le faire. Ben, tu sais, des fois, tout à l'heure, on parlait tu sais, d'entrevues ou de questionnaires. Tu sais, c'est sûr que si vous savez que vous voulez aller vers ce genre d'outils-là, il y a moyen des fois déjà les questionner sur c'est quoi les décisions qu'ils prennent en ce moment ou est-ce que, bon, dans quelle mesure ils souhaiteraient en prendre plus, en prendre moins. Ça peut être une façon. Donc, déjà de s'alimenter par rapport à cet aspect-là. Euh, puis, j'avais une idée qui m'a échappé par rapport au RACI, mais Mais la matrice raciste, ça peut aussi susciter là, des discussions, euh, bah, je ne sais pas quel mot employer, mais parfois délicate. délicates, un peu émotives. Là, donc, Ouais. Ah, c'est... mon idée est revenue. En fait, des fois, moi, ce qui est déjà arrivé qu'on a fait aussi pour alimenter le racisme, c'est des fois de cartographier ou Mhm. tu sais, les grands processus, tu sais, le cycle d'une demande ou le cycle d'une adhésion ou le cycle d'un... euh, puis là, ben, ça nous force à devoir déjà quand même placer les rôles à certains endroits, se questionner, puis des fois visuellement aussi voir, tu sais, quand on doit faire plusieurs allers-retours ou contacter, tu sais, plusieurs personnes. Donc des fois, parce que l'idée, un peu comme on disait tout à l'heure, tu sais, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut juste clarifier l'existant, tu sais, documenter les pratiques actuelles ou on veut en profiter aussi pour se re-questionner sur, bon, de façon plus efficace, là, de quelle façon on devrait encadrer les processus décisionnels. Donc, tu sais, ça pourrait être une possibilité de commencer par quelques grands processus, de d'abord les clarifier, les documenter, puis d'une cartographie, ben, il en découle en quelque sorte là, un petit peu de responsabilité aussi, puis en fait de pouvoir décisionnel. Donc, ça peut être un moyen d'y arriver. Alors, on approche la fin de notre rencontre. Est-ce qu'on a quelques questions additionnelles pour nous avant qu'on se quitte pour l'après-midi? Je pense qu'on n'a pas, on pas d'autres questions. Alors, écoutez, certains nous ont posé la question. La présentation va vous être envoyée par courriel dans les prochains jours. Vous allez aussi pouvoir revoir ou partager, là, dans le fond, le webinaire. Là. Tous nos webinaires, d'ailleurs, là, sachez-le, sont disponibles là, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller revisionner là, les anciens webinaires dans le passé. Puis, mon petit doigt me dit que c'est pas la dernière fois qu'on va parler de rôle et responsabilité. Moi, je pense que ça fait partie des défis importants auxquels on va être confrontés beaucoup là, dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, voilà, en espérant là, que ça vous aura allumé sur certaines choses. Donc, merci, Fleur, d'avoir partagé cette rencontre-là avec moi. Bah, merci à Puis, toi, merci à vous d'être présent, d'avoir été présent.
Donc, on vous souhaite un bel après-midi et au plaisir de vous retrouver là, bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt! À bientôt.